Bienvenue à tous sur le chat, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard ce soir parce que j'étais en train de préparer des gaufres liégeoises. Sincèrement, ça valait la peine d'être 10 minutes en retard. Pour ce soir, 3 petits thèmes. On va parler de Pump and Dump, qu'est-ce que j'en pense, etc. On va parler d'un projet qui fait plus ou moins du Pump and Dump, vous allez comprendre. C'est sur la DeFi et pour rester sur la DeFi à la fin, je vous montrerai vraiment une stratégie qui est assez redoutable à mettre en place quand on a un marché qui est plutôt stable. Ceux qui ont vu le dernier live, depuis que je fais les doubles investissements, ça me fait une sorte de DCA, mais en complément, parce que forcément j'achète pas les points bas en faisant du double investissement, en complément quand vraiment ça descend fort sur le marché, je mets un petit billet par-ci, je mets un petit billet par-là. Mais globalement, toutes les semaines, j'achète un peu de Bitcoin grâce au double investissement. Voilà, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Moi, je vous partage un petit peu comment je fais. Je suis encore plutôt bear, pessimiste. Enfin, j'ai du mal à me rentrer dans une case. Parce que pour moi, le plus gros de la baisse est fait. Et maintenant, on va surtout rentrer dans une phase hyper chiante où il ne va pas se passer grand-chose pendant plusieurs mois sur le marché. Peut-être qu'il y aura un peu de mouvement quand il y aura ETH 2.0, mais je suis pas encore à ce moment-là, j'y suis pas encore, on verra bien. Mais bon, pour l'instant, je suis pas vraiment exposé aux alts. J'ai acheté un tout petit peu de certains alts coup de cœur il y a pas très longtemps, vraiment quand on était dans le bas de la baisse, mais j'ai pas mis une très grosse somme, vraiment une toute petite somme, histoire de me dire j'aime bien ce projet, allez, je le soutiens. Mais avec tout le contexte autour, la guerre, la crise sanitaire, etc., c'est difficile en fait de savoir vraiment si on peut se donner des objectifs en fait. Enfin voilà, je ne vais pas trop rentrer en détail parce que c'est pas trop mon domaine de compétence. Après, si je vais par là, ce sera que des suppositions, du feeling et tout. Bref, ça vaut pas trop le coup. En tout cas, le plus important à faire, c'est de pas dépenser tout son temps, toutes ses journées devant le marché. Il fait sa vie, faites votre vie, allez vous amuser, allez faire des gaufres comme j'ai fait avant le live. Et puis voilà. En parlant d'altcoin, la transition est toute trouvée. On va parler de Pump and Dump aujourd'hui. Alors, évidemment, j'ai fait un thread il n'y a pas très longtemps sur le Pump and Dump. Bon, je vous invite pas forcément à aller le voir, il n'y a rien de spécial dedans. Mais c'est juste pour dire que dedans, je vous déconseille fortement de miser en fait de l'argent sur du Pump and Dump. Parce que c'est très manipulé, il n'y a pas de généralité en fait. Ça se passe jamais de la même façon. Donc il faut faire vraiment très attention à ce genre de choses. Pourquoi j'en parle? Parce que forcément, quand vous voyez une crypto qui fait x2, x3 d'un coup, en ce moment, on a vraiment ce manque de dopamine un peu sur le marché. Donc dès qu'on sent une opportunité quelque part, on a envie de sauter dessus. Mais non, justement, c'est là qu'il faut garder son calme et ne pas investir bêtement sur quelque chose. Éventuellement, si vous pensez avoir l'expérience, vous pouvez toujours tenter les pump and dump, mais vraiment que si vous êtes sûr de perdre de l'argent qui ne vous sert pas entre guillemets, que si vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, etc., que si vous êtes sûr de maîtriser ce que vous faites. Moi, je vais vous donner un exemple d'une crypto sur lequel j'ai tenté le coup, évidemment. Évidemment, j'ai tenté le coup, sinon ça aurait quand même moins d'intérêt d'en parler. Heureusement, ça a bien marché, j'ai eu de la chance, mais j'ai été un petit peu malin sur le coup, parce que c'était sûr que ça allait pas durer, le pump and dump sur le Sirin token. Donc, le SRN, il a fait un x40, je crois. Ouais, voilà. Ouais, pas x40, x30. Du plus bas au plus haut, il a fait un x30 et 32 quasiment. Bon, c'est abusé. C'est vraiment une perf abusée. C'est sorti de l'espace. Et d'où ça vient ce genre de mouvement? C'est simple. C'est des baleines. Alors, je sais pas si c'est une baleine, plusieurs baleines, qui vont acheter d'une crypto qui ne vaut pas grand-chose, sur laquelle il y a assez peu de volume, assez peu d'échanges, etc. Pourquoi se mettre sur une crypto comme ça? Tout simplement parce que c'est facile de faire monter le prix d'une petite crypto sur laquelle il y a peu de volume, etc. Donc il y a une ou plusieurs baleines, sincèrement j'en ai aucune idée, qui viennent sur une crypto, qui en achètent. Alors en ce moment c'est la foire au pump and dump, hein. J'en ai vu plein, il y avait Unify, il y avait Cube, il y en a plein. Il y a TLM aussi, enfin la plupart ils font des petits pump and dump. Là le SRN il a fait un x30, donc là on est sur un gros pump and dump, mais d'un côté c'est un projet qui valait que dalle. On va aller le retrouver vite fait sur CoinGecko, parce que sur CoinGecko on peut avoir plus de données autour du projet. Donc
Actuellement, au cours actuel, donc là il s'est cassé la gueule depuis, il vaut 2 millions de dollars. Là, le market cap de ce projet, c'est 2 millions de dollars. Avant qu'il explose, avant qu'il pump, c'était autour de 700-800 000 dollars. Vraiment ridicule. Et à la TH, je sais pas trop ce que c'était sûrement 20 millions, quelque chose comme ça. Bref, beaucoup pour ce que c'est. Vous allez voir, on va aller voir ce que c'est le projet après. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas justifié en fait une hausse sur ce token et pourquoi je suis sûr que c'est du pump and dump. Moi je l'ai vu en 2 fois le pump, c'est-à-dire que c'était quel jour ça, le 16 juin? C'était il y a 5 jours? C'était vendredi? Vendredi dernier? Oh, sûrement, de toute façon si je me trompe vous allez me corriger. Vendredi dernier du coup au soir, j'ai eu le privilège de voir cette crypto exploser dans la soirée, mais ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Je me suis dit oula, ça pump, ça va dumper, je vais pas y toucher. Le truc avait déjà fait x3 quasiment quand je l'ai vu, je me suis dit je vais pas y toucher. Le lendemain matin, je me réveille, donc déjà on était plutôt par là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Elle a eu le temps de faire un x2, x3, x4, je sais plus trop. Je me suis dit, ok, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que c'est un vrai projet? Est-ce que c'est juste du pump and dump comme je croyais? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Est-ce que ça peut aller plus haut? Bref. Donc déjà, je me rends compte que le projet, même quand il valait 0,08, il était à 3 millions de market cap. Et je sais pertinemment que pour des baleines, c'est facile de faire monter ce genre de projet. Parce qu'il n'y a pas longtemps, très peu de temps avant, j'avais vu le Unify Protocol qui avait pump. Et c'est un projet qui actuellement pèse 31 millions de dollars, mais il était à x7 quasiment quand il avait pump, donc à 210 millions de dollars de market cap. C'est beaucoup d'argent qui a été injecté dans le token, donc voilà, les baleines, elles ont des ressources, je savais qu'elles pouvaient faire monter le SRN plus haut, c'était pas dit qu'elles allaient le faire, bon, elles l'ont fait, pour le coup, j'ai eu raison, mais voilà, c'est important déjà de voir à peu près où se situe le projet, si c'est vraiment quelque chose qui aura des pâquerettes, bon, bah, ça peut être de la merde, mais si les baleines, elles ont beaucoup d'argent à mettre dessus, bon, bah, elles peuvent le faire monter où elles veulent quasiment. Donc, pour le Unify, je vais vous montrer vite fait sur les 30 derniers jours, voilà, ça donne ça. C'est un graphique flagrant de pump and dump, hein. On voit en bas il y a les volumes, donc les volumes c'est tous les achats, tous les ventes, ça explose d'un coup, il n'y a pas spécialement de raison, c'est juste des baleines qui se mettent à en acheter, ensuite il y a les particuliers, tout ça, les gens qui se ruent pour ne pas rater le train. Effectivement, le train n'a pas été raté pour certaines personnes, mais à mon avis il y a facile 90% des gens qui se sont fait ramasser, hein. Mais bref, j'ai pas été très gourmand, c'est-à-dire que j'ai mis un long sur le SRN vers 0,08 et je suis sorti à genre 0,12, je sais plus trop, hein, j'ai plus les points exacts, je me souviens juste que je me suis fait 30 balles, j'étais très content d'avoir fait 30 balles là-dessus, et je me doutais pas que ça allait aller aussi haut, sincèrement. Mais comme je vous ai dit, c'est important quand même de savoir un petit peu sur quoi on investit. Donc avant de mettre mon long, je voulais quand même être sûr de sur quoi je mettais des sous. Bon, pour moi, j'étais sûr que c'était un projet de merde. J'ai été voir le Twitter dans un premier temps. Attention. Le dernier tweet date de juin 2021 et quand on lit les commentaires, ça sent la merde, hein, vraiment, les gens parlent de scam, etc. Et du coup, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. J'ai été voir le site de Sirin Labs et en fait, c'est un projet qui voulait lancer un smartphone pour la blockchain, si j'ai bien compris. Il y aura une sorte de wallet en fait, de hardware wallet, quoi, comme une sorte de ledger, un téléphone qui fait mobile, mais qui fait smartphone et qui fait ledger, enfin hardware wallet. Enfin, ok, pourquoi pas, c'est pas... ok. Il me semble qu'ils avaient fait une ICO et que les gens ont eu les tokens, mais que le produit il a jamais été lancé. Bref, j'ai pas trop suivi, ça se trouve le truc existe, hein, j'en sais rien. Mais aucune news depuis 2021 et tout. J'ai vu qu'il y avait un bail avec Messi, comme quoi il avait payé pour faire la pub. Enfin, en plus, le site c'est fait sur WordPress. C'est déjà mis. Enfin, ouais, à mon avis, c'est parce que c'est fait sur WordPress que c'est encore online. Mais bon, c'est de la merde. Clairement, j'ai pas besoin de creuser beaucoup pour savoir que c'est un projet ridicule, hein. Sirin Labs, je savais que c'était caca, je savais que ça allait redescendre. Je pensais au moment où ça avait dump ici que ça y est, c'était mort, le truc allait redescendre, c'était fini. J'ai pas mis de short, je me suis pas tenté à mettre un short. J'ai eu la chance, quand il était plus haut, je me suis dit par là peut-être, parce que j'attendais vraiment qu'il baisse avant, je voulais vraiment être sûr que le truc se pète bien la gueule, et j'ai mis un short. J'ai vraiment fait le pump et le dump sur ce truc. Je vous déconseille vraiment de faire ça, hein. Encore une fois, c'est un schéma que j'ai vu plein de fois au début du bull run, début 2021, et là en bear market, vraiment les creux de dopamine un petit peu sur le marché, mais c'est quelque chose que je mise 40 euros dessus, grand max. Si j'arrive à me faire 10-20 euros, je suis content. Mais voilà, quand j'ai vu qu'il s'était bien cassé la gueule, boum, j'ai remis un petit billet. Pas pour le long cette fois-ci, mais pour le short. Et voilà, ça s'est très bien passé. Je m'étais refait genre 20 euros.
Voilà, ridicule, pump and dump, aucun fondamental sur le projet. Un truc auquel il faut faire attention, c'est que parfois ça monte en 2 fois, parfois ça monte une fois, ça redescend tout de suite. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de ça marche tout le temps de la même façon. Des fois, c'est des tout petits pumps, des tout petits dumps. Genre, ça peut être du plus 30, plus 40%. Parce que forcément, quand vous voulez faire monter un projet qui pèse déjà plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars, c'est pas facile. Donc faites très attention, restez à l'écart de tout ça dans le meilleur des cas. Voilà. Alors, où est-ce que je suis? Je suis sur la blockchain. Je suis sur BXH. C'est un projet de la finance décentralisée. Donc ça vous permet d'avoir des intérêts sur vos crypto-monnaies. Rien de très compliqué. Là, le live, c'est pas un tutoriel pour savoir comment on interagit avec la DeFi ou quoi que ce soit. Je vous montre un petit peu ce qui existe là-bas. Et si vraiment ça vous intéresse, la DeFi, vous avez ma chaîne YouTube, !AZK, vous avez le lien, et vous avez des vidéos. J'ai même fait une vidéo sur BXH. Par contre, il y a un détail dont j'ai omis de parler dans ma vidéo sur BXH, c'est que les développeurs, enfin, je suis quasiment sûr que c'est les développeurs, j'ai pas été vérifier les transactions, mais bon, l'équipe derrière BXH, je suis quasiment sûr que c'est eux. Ils font des choses... c'est pas illégal, hein, mais ils font des choses quand même pour maintenir une certaine attractivité sur le protocole, vous allez voir ça. On va aller sur DexScreener pour comprendre tout ça. DexScreener, c'est comme TradingView, vous voyez, mais c'est pour voir des cryptos qui sont uniquement sur la blockchain. Parce que sur TradingView, allez voir le cours du BXH, vous le trouverez jamais. BXH, ils sont sur plusieurs blockchains, et sur chaque blockchain, leur crypto est différente. Certes, la crypto BXH, elle est sur la Huobi Ecochain, elle est sur la Binance Smart Chain, elle est sur Avax, mais c'est pas la même crypto. Pas du tout, elle n'a pas le même prix. Si je change de blockchain, vous voyez là, BXH price, 12 centimes, je me mets sur Avalanche, hop, 16 centimes. Ok, c'est pas la même crypto, faut faire attention. Moi, je vais me mettre sur la Binance Smart Chain pour en parler, parce que c'est dessus qu'il y a le plus de sous-sous. Enfin, il me semble. Alors, si on va dans l'onglet Liquidity, on peut voir qu'on peut déposer des stablecoins. Oh, les rendements, ils sont abusés. Ça a augmenté depuis la dernière fois que je suis allé, j'ai l'impression. Donc, on a de l'USDT et de l'USDC à 40 et 45, voire même 46% respectivement. Ouais, c'est élevé. Hein. 36% sur du BNB, 36% sur l'ETH, 46% sur du BUSD et 40% quasiment sur du Bitcoin. Alors, ces intérêts, ils sont dans le token BXH, c'est-à-dire que vous allez mettre 1000 $ par exemple d'USDC sur le protocole, et tous les jours, vous allez récupérer, j'en sais rien moi, 5, 10 BXH, 20 BXH, j'ai la flemme de faire le calcul, mais voilà, vous allez récupérer enfin, vous n'allez pas les récupérer, vous allez miner des BXH, et ces BXH, vous pouvez les récolter pour ensuite les revendre, ou alors, vous pouvez les réinvestir, il y a des pools de liquidité BXH USDT, où là, il y a 150% d'intérêt. Pour info, PancakeSwap, il faisait la même chose au début. Hein. Il y avait des pools Cake BNB avec 150% d'intérêt au tout début. Donc ça me choque pas sur la DeFi. Mais ça, par contre, c'est choquant. On est en bear... Même si on n'est pas en bear market, on peut s'accorder qu'on n'est pas sur une phase très haussière en ce moment. Et sur la DeFi, c'est ultra difficile de trouver des rendements élevés sur des stablecoins. Je vais vous prendre un site développé par des Français d'ailleurs, grosse dédicace à eux, je sais pas s'ils passeront par là, mais grosse dédicace à ceux qui sont derrière Coindix, je les connais un petit peu, j'ai déjà échangé avec eux, ils sont super sympas, super cool. Voilà, j'en dis pas plus, si vraiment vous êtes dans la DeFi, si ça vous intéresse, allez leur donner de la force sur leur Telegram, leur Twitter, bref, ils sont incroyables. Coindix, ça sert à quoi? Ça sert à trouver les meilleurs intérêts sur la DeFi. Bon, il connaît pas tout de la DeFi, Coindix, mais il connaît vraiment le top du top, on va dire, la cream of the cream. Et du coup, on peut filtrer les pools de stablecoin. Donc si je clique sur le petit bouton stablecoin ici, je peux voir que les intérêts sur des cryptos stables. Et si je clique sur le petit bouton APY, on peut voir les rendements les plus élevés. Alors, au début, je vois que le premier rendement, c'est sur un stablecoin, le VAI. C'est moyennement un stablecoin, hein, je vais vous montrer vite fait. Hop, il vaut 97 centimes. Il n'est pas algorithmique ou quoi. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce stablecoin. Il a jamais été stable. Voilà, on regarde sur 180 jours, on regarde au maximum. Il a jamais été stable, c'est une catastrophe. Bref, en plus, Alpaca, je connais ce protocole, c'est avec du levier, donc il y a très peu de liquidité, etc. Certes, il y a 47% pour l'instant, mais on va pas spécialement le prendre en compte. En dessous, on a l'USDC et l'USDT sur Virus Finance. Il y a un gros problème sur ce protocole, j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines, je crois. Donc pareil, on prend pas spécialement en compte ces intérêts. En me connectant, en fait, je peux avoir une information en plus, c'est la moyenne du rendement sur les 7 derniers jours. Et si je clique dessus, on peut même voir comment ça a évolué. Donc en violet derrière,
Les petits traits violets, c'est les liquidités, donc l'argent qui est déposé, et la courbe marron, c'est les rendements, les intérêts. Bref, on s'en fout, j'avais pas spécialement besoin d'expliquer à quoi il ressemblait le graphique, qu'est-ce qu'il y avait dessus. En dessous, qu'est-ce qu'on a du coup en dessous de Values Finance? On a des intérêts élevés, là, 42%, sur la blockchain Phantom, sur Bifi Finance. Le problème, c'est que vous voyez la moyenne là? Certes, il y a 42% à l'instant T, mais la moyenne, c'est 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une pool de liquidité, le MIM et l'USDC. Donc c'est des gens qui mettent de l'argent dans une sorte de coffre. Et quand il y a beaucoup de gens d'un coup qui échangent sur ce coffre, qui échangent des valeurs, ça fait beaucoup de frais. Et les gens qui ont déposé dans ces coffres, dans ces pools, ils récupèrent les frais. Et forcément, c'est rentable à court terme. Mais c'est qu'à court terme. On est déjà tombé à 23%, etc., etc. Et je pense que la plupart, je peux vous trouver une raison pour vous dire... Il y a quand même pas mal de risques, faites attention, peut-être que dans l'eau il y a un ou deux trucs qui sont bien et qui sont élevés, mais c'est sûrement temporaire, parce qu'encore une fois quand on regarde les moyennes, c'est très volatile les intérêts sur la finance décentralisée. Donc comment BXH fait pour proposer du 40%? Ça a pas l'air d'être très orthodoxe tout ça. Alors, comme je vous ai dit, ils vous récompensent dans leur token, donc ça c'est très facile. Sur la blockchain, ils créent du BXH et ils vous le donnent, en gros. Ça marche comme ça. Je sais pas trop à quoi elles servent leur pool de liquidité, parce que sur PancakeSwap, par exemple, j'ai vite fait aller sur PancakeSwap, il y a des pools de liquidité, mais il y a deux actifs dans ces pools. Donc c'est dans l'onglet Farm. Vous voyez, il y a deux actifs, par exemple le BUSD, le BNB, le Hotcross, le BNB, et il y a des rendements plus ou moins élevés, mais ils sont justifiés. Mettre des BUSD et des BNB dans une pool de liquidité, ça a une utilité. Si vous faites ça, les gens vont pouvoir échanger du BUSD et du BNB sur la blockchain. Vous voyez, il n'y aura pas besoin de passer par une plateforme centralisée. Grâce à ce système de pool de liquidité, on peut échanger des cryptos sur la blockchain. Et ce que je comprends pas, ça pour le coup, peut-être qu'ils l'ont expliqué dans leur documentation, ce qu'ils foutaient avec l'argent. Moi, j'ai été un petit peu sur BXH, c'était surtout par rapport au rendement, j'ai pas cherché spécialement à comprendre comment ça fonctionnait de A à Z, parce que je comptais pas y rester très longtemps. Personnellement, je suis presque plus exposé à BXH. J'ai toujours un petit biais dessus parce que c'est difficile de trouver mieux ailleurs. Mais du coup, ils peuvent pas se faire ce mécanisme d'échanger des cryptos grâce au pool. Parce que là, il n'y a qu'un seul actif. S'il n'y a qu'un seul actif, on ne va pas l'échanger avec lui-même, c'est un peu con. Donc, il y a des protocoles sur lesquels il n'y a qu'un seul actif. C'est le cas de AAV, par exemple. Mais le but, en fait, c'est que vous déposez de l'argent et d'autres personnes peuvent les emprunter. Voilà, BXH, c'est ni comme PancakeSwap, ni comme AAV. Je sais pas ce qu'ils foutent avec l'argent. Peut-être qu'ils vont le réinvestir, qu'ils vont le jouer au casino. J'en sais rien. En tout cas, soyez quand même prudents. Mais... personnellement, que ce soit sur mon wallet perso ou sur ma chaîne YouTube, j'ai une série de vidéos où j'ai un portefeuille DeFi et je m'amuse à aller sur des protocoles de finance décentralisée, à faire des intérêts dessus. Et dans ma série de vidéos, justement, j'ai utilisé un peu BXH, j'utilise encore. Le prochain épisode devrait sortir demain si je me bouge le cul pour sortir la vidéo. Bref, on tease un petit peu, ça fait plaisir. Mais j'ai jamais eu de problème pour retirer les sous de BXH. Donc je sais pas ce qu'ils font avec l'argent, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de le dilapider. Il a l'air d'être toujours plus ou moins là. Et les intérêts, c'est pas difficile. Encore une fois, ils vous payent avec leur crypto. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le BXH, c'est un reward token. Et le problème des reward tokens, c'est que comme c'est des cryptos qui sont distribués, on a vite tendance à les vendre. Parce que on a juste envie de récupérer de l'argent quand on en a. C'est le principe avec le cake, c'est pour ça qu'il est passé de 40$ à 3$. C'est le principe avec le GST. J'en connais quasiment aucun qui se pète pas la gueule. Ceux qui arrivent à se maintenir entre guillemets, c'est parce qu'ils sont quasiment pas inflationnistes et parce que les récompenses distribuées sont ridicules. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe sur BXH? C'est tout simple en fait, peut-être que vous avez déjà compris le truc. Pour maintenir son prix, il faut qu'il y ait des gens qui en achètent. Alors je soupçonne, j'ai pas été voir les transactions, on peut limite le faire, je soupçonne que c'est l'équipe derrière BXH qui ont un budget pour racheter leurs tokens, ou je sais pas comment ils se débrouillent, et je soupçonne que ce soit eux derrière qui refassent monter le prix du BXH. Et évidemment, ça se voit. Donc là, je suis sur Dex Screener, je vais rester en 15 minutes, comme ça on pourra bien voir les mouvements. On va taper BXH. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Là, on a celui sur la OK Exchange, là, on a celui sur la UOB EcoChain. C'est vraiment à part, mais sur la UOB EcoChain, il y a plus du tout d'intérêt, il y a 0%, il distribue plus de tokens, donc on va pas aller le regarder, ça sert à rien, il fonctionne pas vraiment de la même façon. Mais en tout cas sur Avalanche, sur OKX et sur la Binance Smart Chain, ils impriment à fond, vous en faites pas. Donc on va voir le cours du BXH sur la Binance Smart Chain. Évidemment, il y a assez peu de volume dessus, parce qu'il y a quand même assez peu de gens qui connaissent ce protocole, à part quelques grosses baleines. Ah là, ça m'a remis en daily.
quand on regarde le graphique en daily, donc une bougie égale une journée, on voit pas spécialement de manipulation. Hein. Éventuellement, là, ça a pump fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est quand ils ont relancé les intérêts sur le protocole. Bref, on va se mettre en 15 minutes et là, vous allez voir, c'est tout de suite grillé. Hein. On voit quand même qu'il y a des bougies assez suspectes, notamment celle-ci, où il y a un plus 10%, c'est pas incroyable, hein, mais c'est d'un coup, genre vraiment, je suis en 15 minutes. Donc dans l'espace de 15 minutes, il y a un plus 10%. Allez sur Bitcoin, allez sur Ethereum et trouvez-moi un plus 10%, un moins 10, même un moins 5%. En 15 minutes, c'est assez rare. Moins 5, ça peut se trouver, mais moins 10, c'est chaud. Et là, on a carrément un plus 22%. Donc voilà. Alors, le graphique veut vraiment pas charger plus longtemps avant. Je vais me mettre en 1 heure. Ah bah ok, il a chargé d'un coup. Voilà, en 1 heure, ça se voit aussi très bien. Ça se voit aussi très bien. Pouf, 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 pouf. Évidemment, quand on voit ça, on se dit, oh là là, ça a l'air... est-ce que c'est régulier? Non, malheureusement, ce n'est pas régulier. Parce que si c'était régulier, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? En acheter juste avant d'être sûr que ça pump. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un algorithme qui décide quand racheter et qu'on peut essayer de prédire un petit peu ce que l'algorithme va faire une sorte de DCA, mais c'est risqué parce que il y a bien un jour où ils auront plus de pièces à mettre dans la machine. Donc clairement, moi je vais pas jouer le truc, je vais pas tenter le diable. J'ai eu de la chance vraiment avec la DeFi, les trucs sur lesquels j'ai réussi, c'est les projets sur lesquels j'ai réussi à me mettre un peu avant tout le monde. Par exemple, PancakeSwap, je l'ai découvert quand le token valait 50 centimes. Même encore aujourd'hui, il vaut 3 $. Je serai encore en plus-value, mais j'ai vendu depuis un moment. J'aime bien la question. Alors, quelle est ta blockchain préférée? Je sais pas, je saurais pas dire si c'est ma préférée, mais j'utilise pas mal Polygon. Polygon, c'est pas la meilleure blockchain, elle coûte pas si cher, c'est quand même sympa, mais en termes d'intérêt, c'est pas forcément là-bas qu'on va trouver les meilleures strats. Quoique, il y a des trucs sympathiques qu'on peut faire, je vais vous montrer des exemples. Mais j'ai un très bon feeling avec Polygon. Je sais que ce sera pas du long terme, je pense que dans 3-4 ans, j'utiliserai plus Polygon par exemple. Je sais même pas si j'utiliserai encore d'autres blockchains dans 4 ans, peut-être que j'utiliserai des nouvelles blockchains qui existent même pas encore. Enfin bref, on va pas trop entrer dans le détail, mais Polygon j'aime bien, c'est pas cher, il y a tout en fait en termes de protocole, on peut tout faire sur Polygon. Il y a des assurances, il y a des protocoles de pool de liquidité comme des AMM, des QuickSwap, des protocoles pour optimiser ses swaps, optimiser les échanges de crypto, les échanger au meilleur prix comme OneInch, Paraswap, etc. Sur ce niveau-là, il y a vraiment plein d'offres sur Polygon. Il y a des plateformes de lending de qualité genre AAV. Il y a tout sur Polygon. Il y a plein de nouveaux projets qui émergent. Il y a vraiment tout. Donc c'est pas la meilleure blockchain. C'est sûrement celle sur laquelle j'ai le plus de liquidité en ce moment. Et en général, j'ai eu pas mal de liquidité. Mais début 2021, je t'aurais dit la Binance Smart Chain parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence en fait. Il y avait Ethereum, c'était cher. Et il y avait Tron, c'est vieux. Tron existe toujours et il y a des putains de stratégies à faire si vous êtes des baleines. Sincèrement, s'il y a une baleine qui me regarde, avec la blockchain Tron, il y a des strats de fou malade à faire. Vous vous rendez même pas compte. Hein. Il y aura Ethereum, je pense, dans longtemps encore. Après les autres Layer 1, je sais pas. Hein. J'arrive pas à les voir sur l'avenir. Hein. J'ai du mal. Solana, une fois tous les mois, ils sont dead pendant 6 heures. Perso, j'ai jamais utilisé Solana quasiment. Hein. C'est pas que j'aime pas Solana ou quoi, mais il y a plein de trucs qui commencent à être développés sur Solana, c'est super cool. Mais dès que la blockchain allait offline, bah toutes vos applications sur Solana, vous pouvez pas les utiliser quoi. Vous êtes voilà. C'est dur, c'est dur. Où farmer de l'ETH selon vous? Nicky Larson a raison, c'est difficile de trouver des gros intérêts sur l'Ethereum, donc je te conseille de les laisser sur ton wallet. Bon, on a vu BXH qui proposait des intérêts stratosphériques sur l'ETH, tu peux toujours risquer, moi je te déconseille ça. Mais si tu creuses un peu dans la DeFi, tu peux trouver des stratégies à 2 chiffres sur l'ETH, mais encore une fois, je te déconseille. Ce que tu peux faire, c'est faire travailler des stablecoins sur la finance décentralisée ou ailleurs, tu te débrouilles, tu vas mettre ton argent sur Celsius. Petit pic évidemment parce qu'on peut plus retirer de l'argent de Celsius et les intérêts que tu fais avec tes stablecoins tu les convertis en Ethereum. Il y a 36 000 façons de faire hein. Mais moi perso la plupart de mes Ethers ils bougent pas et j'en ai un peu je les ai foutus où? Je les ai foutus en collatéral sur je sais plus quel protocole d'emprunt AAV je crois. C'est une stratégie sur la finance décentralisée qui fonctionne ultra bien pour faire des intérêts sur des stablecoins. Attention, ça fonctionne ultra bien quand on a un marché très stable. Forcément quand il y a des mouvements ça peut créer des pertes, ça peut créer plus de gains aussi paradoxalement, mais bon on va pas trop spéculer
Mais sachez que j'ai une strat qui fonctionne très bien dans des périodes stables. Je fais pas un all-in sur une stratégie. Je vais pas tout mettre sur une stratégie. J'ai assez d'argent pour me diversifier. Parce que forcément, si vous avez que 50 € à mettre sur la finance décentralisée, vous n'allez pas beaucoup vous diversifier. Et limite, c'est un peu petit. Hein, donc à part si vous allez sur une blockchain qui coûte pas cher, 50 €, je vous déconseille d'aller sur la Binance Smart Chain par exemple. Avec si peu, ça vaut pas le coup. C'est pas sur Alpaca ma strat. Ma strat, elle demande quand même d'avoir un minimum de connaissances. Je suis sur AAV. Sur AAV, on l'a vu il y a un instant, on peut déposer de l'argent. Quand on dépose de l'argent, on peut mettre nos cryptos en collatéral. Vous voyez, can be collatéral. Alors sur Polygon, ne faites pas ça avec de l'USDT. Vous pouvez pas emprunter ou ultra peu en mettant de l'USDT. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce que sur les autres blockchains, je crois qu'on peut emprunter. Bref, l'avantage de cette stratégie, c'est que vraiment, si vous arrivez avec du stablecoin, on peut faire un truc sympa. Imaginons qu'on ait 1000 USDC. On va déposer pas les 1000 USDC sur AAV. On va en garder un petit peu pour justement faire du levier entre guillemets. Donc on va déposer par exemple 700 USDC. On va dire qu'on dépose 700 $ dans AAV. C'est vraiment des chiffres à titre d'exemple. Plutôt réaliste, plus ou moins, mais quand même à titre d'exemple. Sur AAV, on a combien d'intérêt sur l'USDC ? 0,6%. C'est quand même pas hyper élevé. Ce serait bien d'optimiser ces intérêts d'AAV, de se retrouver avec peut-être 10, 20%, pourquoi pas, d'intérêt sur des stablecoins. Parce que, encore une fois, hein, là, la strat que je vais vous montrer, c'est qu'avec 1000 USDC. Forcément, on a 1000 USDC, on en a déposé 700, pas besoin d'avoir fait maths sup, il vous reste 300 USDC. Donc vous allez emprunter l'équivalent de 300 $, 300 USDC, on va mettre 300 dans emprunter. Alors qu'est-ce qu'on pourrait emprunter? C'est là qu'il va falloir en fait mettre un petit peu du sien, trouver où est-ce qu'on peut adapter cette stratégie. Il y a pas mal de protocoles qui existent pour faire ce genre de stratégie. Sur la blockchain Polygon, il y a un petit protocole. Alors, à chaque fois, forcément, quand vous allez faire une stratégie qui nécessite d'être sur plusieurs protocoles, vous allez multiplier les risques. Vous allez augmenter les intérêts, mais vous allez multiplier les risques. Faites attention. C'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Mais il s'avère que sur IDEX, dans l'onglet Farm, je crois que c'est exactement le même exemple que j'avais donné la dernière fois, mais c'est pas grave parce qu'il fonctionne terriblement bien. On a une pool de liquidité sur l'ETH USDC à 36% d'intérêt. Ah, déjà, là, on n'est pas sur du 0,6%, ça fait plaisir. Ça tombe bien, j'ai déposé 700 USDC, il m'en reste 300 et il y a l'USDC dans cette pool de liquidité. J'ai plus qu'à emprunter de l'ETH en fait. Comme c'est une pool de liquidité, il faut que j'amène 50% de la crypto A, 50% de la crypto B. C'est pour ça que il me reste 300 USDC, 300 $, et que je vais devoir emprunter 300 $ d'une autre crypto. En l'occurrence, pour la strat que j'ai vue, il y a l'Ethereum. Si on descend, il y a d'autres pools de liquidité. Alors il y a Uni avec des rendements assez élevés, assez peu de liquidité, faut faire attention. Mais je suis pas sûr qu'on puisse l'emprunter sur AAV. Non, on peut pas. Alors, il y a la V2 et la V3, mais je crois que peu importe la version, on ne peut pas emprunter de Uni. Mais si on descend, il y a par exemple du Matic avec un rendement un peu plus faible et du Bitcoin aussi. Voilà, je suis passé devant, il est là, le Bitcoin à 22%, encore plus faible. Mais le Bitcoin bouge moins en théorie, donc ça peut être justifié qu'il y ait un rendement plus faible. Trop risqué tout ça. On n'est pas obligé d'aller sur IDEX, on peut aller sur autre chose comme QuickSwap, il y a quoi d'autre sur Polygon, il y a Balancer, enfin il y en a pas mal. Pourquoi j'ai pris ce ratio-là spécifiquement de déposer 700 $ et d'emprunter 300? Sur AAV, quand vous déposez 1 $, vous avez le droit d'emprunter 80 centimes maximum. Et à 85 centimes d'emprunt, si ce que vous avez emprunté ça augmente par exemple, 85 centimes d'emprunt, vous êtes liquidé. C'est-à-dire que le dollar que vous avez déposé en collatéral, il va être vendu pour acheter votre emprunt. Voilà, c'est le principe de la liquidation, ça marche très très bien. Évidemment, il faut faire attention à ne pas se faire liquider, parce que sinon on perd ce qu'on a déposé et c'est quand même vachement embêtant dans certains cas de figure de perdre ce qu'on a déposé. Bon, c'est clair que si on dépose 100 $ d'USDC, qu'on emprunte, j'en sais rien moi, 70 $ de TH, que le TH il fait un x5, on s'en fout d'avoir été liquidé dans ce cas-là, mais voilà, le marché, c'est pas le monde des bisounours. Si vous vous faites liquider, il y a de grandes chances que ça vous arrange pas. Bref, ça coûte 1% à peu près aujourd'hui. Il faut savoir aussi que c'est volatile. Si là, d'un coup, tout le monde se met à emprunter de l'Ethereum, ça va coûter super cher à emprunter. Par exemple, vous voyez, le Balancer, il y a un taux d'emprunt plus élevé, 1% d'emprunt sur l'Ethereum. Je n'ai pas moins 1, je mets vraiment 1%. Sur la pool de liquidité, du coup, on aura quoi ?
on aura nos 300 USDC dans notre portefeuille et nos 300 $ d'Ethereum. Ça fait 600 $. Magnifique. On a combien d'intérêt sur la pool de liquidité? 36%. Allez, on va arrondir un petit peu en dessous au cas où à 35%. Et on se retrouve avec une stratégie où on n'a que 1000 USDC et au total sur ces 1000 USDC, on a 21% d'intérêt. Alors c'est vraiment une ordre d'idée. Le calcul, il va pas prendre en compte les frais de transaction parce qu'ils sont vraiment pas chers sur la blockchain Polygon, mais en vrai, si on prend les frais de transaction en compte, ça devrait descendre un petit peu les intérêts et surtout c'est volatile. On est sur la DeFi, c'est volatile, les intérêts changent tout le temps, donc c'est 21% à l'instant T avec les valeurs que j'ai choisies. Et en plus, j'ai même pris un petit peu en dessous pour la pool de liquidité. Si je mets 36, voilà, ça augmente quand même significativement le rendement. On va laisser à 35. Voilà, c'est magique. Avec 1000 $, je suis passé de 0,6% de AAV à 21% en faisant de l'emprunt. Comme je vous ai dit, on va multiplier les risques en faisant ça. Le premier risque un peu tout con, c'est imaginez vous empruntez de l'Ethereum et son prix fait un x2, x3, vous êtes liquidé. Vous perdez vos USDC, vous gardez vos Ethereum. Ah oui, vous gardez votre emprunt, ça il n'y a pas de souci parce que, comme je vous ai dit, AAV il va prendre votre collatéral et il va racheter votre emprunt. Parce que normalement, au seuil où il va racheter, ce sera avantageux pour lui. Vous aurez par exemple 1000 $. Si vous avez 1000 $ en collatéral et que vous avez 850 $ d'emprunt, vous voyez, il peut largement se permettre de racheter votre emprunt avec 1000 $. Et il va même se mettre un petit billet dans la poche. 250 $. C'est pas mal. Enfin, c'est pas AAV qui va tout récupérer, évidemment. C'est plus compliqué que ça. Mais globalement, le fonctionnement, c'est ça. Le dernier risque de cette stratégie, c'est les impermanent loss. Donc là, comme je vous ai dit, si vous pensez être dans un marché qui va être à court moyen terme relativement stable, vous n'avez pas trop à vous en faire. Dans le cas de ma stratégie, vous avez un actif stable et de l'Ethereum. Donc il faut que le prix de l'Ethereum reste à peu près au même niveau du moment où vous l'avez déposé dans la pool de liquidité. Si quand vous l'avez déposé dans la pool de liquidité, il valait 1100 $, au moment où vous sortez, essayez d'être le plus proche de ces 1100 $. Qu'est-ce qui se passe si quand vous sortez, Ethereum il est à 800 $? Alors je ne peux pas vous donner de chiffres exacts parce que sur les pools de liquidité, il y a les frais. Sachez juste que si vous rentrez dans la stratégie avec un ETH à 1100 $, que vous ressortez avec un ETH à 800 $, vous allez avoir des impermanent loss. Les impermanent loss, c'est vraiment votre ennemi sur les pools de liquidité. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que vous allez vous retrouver toujours avec 50% d'Ethereum et 50% d'USDC. Le problème, c'est que vous aurez moins que si vous aviez holdé vos cryptos. Si son prix est divisé par 2, vous aurez, si vous avez gardé les cryptos dans votre portefeuille, vous aurez toujours vos 300 USDC qui valent 300 $ et vos ETH valent 150 $. On est bien. Si vous les aviez mis dans une pool de liquidité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, en les gardant dans mon portefeuille, j'ai 2 fois plus d'USDC que d'Ethereum en termes de valeur. Ça va pas. La pool de liquidité, elle aime pas ça. Elle aime pas avoir un ratio déséquilibré. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le mécanisme, je ne vais pas rentrer en détail, mais quand vous allez vouloir sortir, vous aurez plus d'Ethereum qu'au début et moins d'USDC. Mais vous aurez perdu tellement... vous aurez perdu tellement d'USDC que le surplus d'Ethereum que vous avez ne va pas suffire à rembourser vos USDC. Je m'explique. Si vous avez déposé 0,5 ETH, 300 USDC, que vous vous retrouvez avec 1 ETH et 100 USDC, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. All-in, NDR, DCA is King, et si on ne touche jamais les 18K? C'est un truc que je vois assez souvent et je me dis que, attention, hein, je veux pas call de bottom ou quoi que ce soit, mais quelque chose qu'on peut se dire, c'est que forcément, quand on aura un bottom sur le Bitcoin, sur la crypto, tout le monde va se dire à ce moment-là, j'achète pas maintenant, j'attends que ça baisse. Et tout le monde va rater le train. Enfin, tout le monde. Non, une petite partie des gens ne vont pas rater le train. Et dans ceux qui auront raté le train, il y aura ceux qui auront fait du DCA, mais ils seront tristes d'avoir mis que 50, 100 € à tel prix. Alors, je veux pas vous précipiter, vous dire c'est maintenant, c'est le bottom. Pas du tout, c'est pas du tout mon message. Continuez votre DCA, continuez à faire ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Mais gardez dans l'esprit que plus de gens disent faut pas acheter maintenant, faut attendre que ça baisse, plus on a de chances de se trouver proche du bottom. Je dis pas que c'est le cas, je dis voilà, vraiment, je dépose juste l'info ici, vous en faites ce que vous voulez. Et, de toute façon, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, quoi, ça c'est évident. Binance 10%. C'est vrai, il y a 10% sur le BUSD, sur l'USDT, sur Binance, mais ça reste centralisé. En plus, tu n'as aucune idée de comment ils vont chercher les 10%. Je m'en fais pas trop parce que même s'ils ont un problème, il y a tellement de frais sur Binance que t'inquiète, ils peuvent tanker certains problèmes. Mais quand même, je me méfie.
Je sais pas ce qu'ils font avec mon argent. J'ai un petit peu de BUSD, du SDT sur Binance parce que 10% dans la phase de marché, sincèrement, on prend sur du stablecoin, c'est pas mauvais du tout comme rendement, mais je suis méfiant. Vraiment, je suis assez méfiant par rapport à ça. As-tu un wallet à conseiller pour commencer? Ah, ça, c'est une très bonne question. Il y a un wallet qui est incroyable, qui est développé par D-Bank, qui s'appelle Rabi. C'est pas un partenariat, pas un sponsor, quoi que ce soit, hein. C'est vraiment il loue le chèque là, D-Bank, il loue le chèque. Non, en vrai, il y a Xify qui est pas mal aussi comme wallet, mais Rabi, ça explose tout le game. Vous l'avez sur Chrome, sur Brave, je vous conseille plutôt de l'utiliser sur Brave, sauf si vous faites toutes vos petites opérations sur Brave. On peut avoir plein de navigateurs sur un ordinateur. Essayez de privilégier un seul navigateur pour les cryptos et d'utiliser que de la crypto sur ce navigateur. On sait jamais. Peut y avoir des malwares qui se glissent juste sur le navigateur et voilà. Ça limite quand même un chouïa le risque si vous voulez faire de la DeFi. Rabi, c'est vraiment un des meilleurs wallets. Vous pouvez voir ce que vous avez dans votre portefeuille, combien ça vaut. Vous pouvez révoquer des smart contracts. Voilà, c'est très compliqué pour ceux qui connaissent pas la DeFi, mais pour ceux qui connaissent un minimum, c'est un outil indispensable quand on veut se sécuriser dans la DeFi. On peut voir ses transactions, le token est bien foutu, on peut voir ses NFT, on peut se connecter à plein de blockchains. Après, c'est pas parce qu'on utilise Rabi qu'on peut pas utiliser une SafePal, une Ledger. C'est un wallet, c'est une extension en fait, donc on peut très bien connecter une Ledger dessus et votre clé privée ne sera pas sur votre PC, parce que clé privée n'est que sur votre Ledger. Là, le wallet Rabi va juste servir de passerelle en fait pour votre Ledger pour aller utiliser la DeFi. Parce que c'est des wallets EVM compatibles, donc que avec la blockchain Ethereum et les blockchains qui peuvent communiquer avec l'Ethereum Virtual Machine. Donc tout ce qui est Polygon, tous les Layer 2 aussi, tout ce qui est Binance Smart Chain, Phantom, etc. Elrond, du coup, c'est pas EVM compatible, donc il faut un autre wallet pour ça. Tu m'as fait peur, j'ai des ETH sur Nexo, tu penses que je devrais les basculer sur Binance? Pareil, t'as totalement le droit de les laisser sur Nexo. Moi, personnellement, si j'en avais, je les laisserais pas, mais ça veut pas dire que tu dois faire pareil. Si t'as, j'en sais rien, 50 $ d'Ethereum sur Nexo, que t'es prêt à les perdre ou je sais pas quoi, tu peux les laisser. Je dis pas que tu vas les perdre dans tous les cas, mais si c'est une petite somme, tu peux les laisser si tu penses pas avoir de meilleur rendement ailleurs. Moi, ma philosophie sur Ethereum et Bitcoin, c'est le moins de rendement, le moins de risque. Hein. Clairement, la plupart de mes BTC et de mes ETH, ils sont sur une Ledger, ils bougent pas, et voilà, c'est très bien comme ça. Mais je veux pas faire du FUD ou quoi sur Nexo. Hein. Peut-être qu'ils ont aucun souci à se faire. Moi, je crois que j'ai jamais utilisé Nexo pour de vrai. Non, j'ai un compte dessus, mais je crois que je m'en suis jamais vraiment servi. Mais c'est à toi de voir en fait, c'est ta gestion de risque. Et de toute façon, quand tu confies ton argent à quelqu'un, voilà, à partir de ce moment-là, tu t'es censé déjà avoir fait ton choix. Tu es censé être conscient que tu délègues ton argent à quelqu'un et que tu peux ne plus le revoir ou quoi que ce soit. Moi, j'avais mis un peu d'argent sur Celsius par exemple pendant un moment. Donc j'étais totalement conscient qu'il y avait un risque à les laisser dessus. Et mardi prochain, on parle des bridges. Comment on passe de Polygon à la Binance Smart Chain? Pourquoi mes USDT sur la Binance Smart Chain, je peux pas les mettre sur AAV sur Polygon? C'est pas la même blockchain. Bonne soirée à tous, on va lancer le raid. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, merci de m'avoir suivi, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve mardi prochain, 20 h comme d'habitude.